Bonjour Christophe. Bonjour David. Chroniqueur économie, parce que au-delà du spectacle sportif, la compétition la plus suivie au monde promet également d'être une excellente affaire économique. 48 équipes, 104 matchs, 16 villes hautes, 3 pays, vous l'avez dit. C'est vraiment une Coupe du Monde XXL. Jamais un tel événement n'aura réuni autant d'équipes, autant de matchs, autant de supporters. Et les chiffres annoncés sont impressionnant. La FIFA estime que la compétition pourrait générer près de 41 milliards de dollars d'activité économique dans le monde, soit près de 35 milliards d'euros, soutenir plus de 800 000 emplois, plus de 6,5 millions de spectateurs sont attendus dans les stades, près de 6 milliards devant leur petit écran. Alors là, on voit, c'est des chiffres, vous l'avez dit, XXL. Mais est-ce que ces chiffres vont profiter vraiment, concrètement, aux pays organisateurs ? Alors oui, certainement, mais il faut quand même nuancer. Les premiers bénéficiaires seront le secteur du tourisme, hôtels, compagnies aériennes, restaurants, location de logements, commerce également, même si ces dernières semaines ont été marquées par des polémiques sur des prix excessifs, des billets d'abord, des chambres d'hôtel ensuite, au point que 2 associations ont attaqué la FIFA devant la Commission européenne, lui reprochant d'utiliser son monopole pour pratiquer des prix exorbitants. Ajoutons à cela des difficultés pour obtenir des visas aux États-Unis dans un contexte géopolitique tendu. Tout cela a pour conséquence moins de réservations probablement que prévu. Les États-Unis devraient engranger tout de même plus de 17 milliards de dollars selon les prévisions. Alors ça paraît beaucoup, mais au regard du PIB du pays, cela représente à peine 0,1% de croissance annuelle. Et à ce jeu, c'est peut-être le Mexique qui s'en sortirait le mieux, avec autour de 0,2 à 0,5% de croissance gagnée devant le Canada. Mais un certain nombre d'économistes prennent quand même ces chiffres avec une certaine prudence. Prudence, pourquoi ? Parce qu'une partie de ces dépenses aurait souvent eu lieu ailleurs de toute façon. Un supporter qui dépense de l'argent dans une ville haute n'ajoute pas forcément autant de richesse nouvelles que ce que suggèrent les études d'impact, et surtout parce que les coûts dépassent souvent les prévisions. Selon une étude de l'université d'Oxford, eh bien, les grands événements sportifs dépassent en moyenne leur budget initial de 172%. Quand les travaux prennent du retard ou que les exigences de sécurité augmentent, eh bien, la facture, elle grimpe tout simplement. Et elle est souvent payée par les contribuables, avec quelques exemples marquants. Par exemple, au Brésil, en 2014, plusieurs stades ont été construits très chers et sont devenus depuis des symboles de dépenses mal maîtrisées. On a ce stade, par exemple, l'Arena de Amazonia, qui se trouve à Manaus, en Amazonie, quasi à l'abandon depuis. Là, c'est les images de 2014. Autre cas spectaculaire, on le voyait à l'instant sur le graphique, on va le revoir. Le Qatar, la Coupe du Monde 2022, est la plus chère de l'histoire dans les dépenses, avec une facture estimée à près de 220 milliards de dollars, c'est-à-dire 200 milliards de plus que ce qui était attendu. Ce qu'on voit en bleu, vous voyez la grande différence. Là, pour les États-Unis, le Mexique et le Canada, on a pour l'instant ce qui est prévu comme dépense en bleu. On verra quel est le coût final. Alors, pour cette édition 2026 du Mondial, la situation est quand même un peu différente. Oui, alors ça ne devrait pas être l'exemple du Qatar, parce que les États-Unis, le Canada et le Mexique disposaient déjà de la plupart des infrastructures nécessaires. La majorité des stades existaient avant même l'attribution de la compétition. Les États-Unis, avec leurs immenses stades de NFL, vous savez, les compétitions de football américain, le risque de construire des équipements peu utilisés après le tournoi, ce qu'on appelle les éléphants blancs, comme on l'a vu au Brésil, est donc beaucoup plus limité, même si les dépenses de sécurité et d'organisation restent élevées dans plusieurs villes hautes et ont peut-être augmenté ces dernières semaines. Alors, qui sont les véritables gagnants de cette Coupe du Monde, Christophe ? Ah oui, il y en a un, c'est certain. C'est la FIFA, la FIFA dirigée par Gianni Infantino. C'est elle qui devrait battre tous les records financiers. L'organisation prévoit plus de 10 milliards de dollars de recettes grâce aux droits télévisés, grâce au sponsoring, à la billetterie, au programme d'hospitalité également. C'est presque 2,5 milliards de plus de dollars que lors de la dernière édition, celle du Qatar, qui était déjà une édition record, et c'est 2 fois plus, même plus que 2 fois plus, que l'édition de 2018 en Russie. Puis viennent les grands sponsors mondiaux, Coca-Cola, Visa, McDonald's, Adidas, pour en citer quelques-uns, ou même un certain nombre de groupes chinois qui, pour certains, devraient profiter, grâce à une belle exposition,
à l'image du chinois, donc Lenovo, alors que la Chine n'est même pas, elle, qualifiée en tant que pays à ce mondial. Un dernier mot quand même sur peut-être le perdant principal, la planète. Cette Coupe du Monde s'annonce comme un désastre écologique, la plus polluante de l'histoire, 2 fois plus polluante que la précédente au Qatar, qui était déjà assez polluante. Bah oui, hein, les distances sont grandes, il y a 3 pays, il faut prendre l'avion. Et donc, ça pollue, c'est 9 millions de tonnes de CO2, ce qui représente, à titre de comparaison, ici en France, des émissions d'1 million de Français pendant un an. Rien que ça. Merci beaucoup, Christophe. Christophe, dans cette